Ouais, je vais dire bonsoir à ceux qui se sont déplacés, puis bonsoir à ceux qui sont en ligne. Je vous dirais qu'en présence ce soir, il y a le conseiller Sylvain Paquette, la conseillère Isabelle Jeté. Bonjour. Notre coordonnateur à l'urbanisme très important ce soir, M. Julien Alina, notre DG Caroline Champoux, puis moi-même, votre mairesse Patricia Lagarde. Donc, Julien, je te laisse la parole pour nous présenter les trois projets de réalisation. Donc, c'est ça, ce soir, on a trois projets là, de règlement en consultation publique. On va commencer par la modification au règlement de zonage. Ensuite, ça va être la modification au règlement de lotissement. Puis pour finir, là, on va parler là, du deuxième projet de règlement établissant les conditions de délivrance d'un permis pour autoriser la location pour séjour dans les résidences unifamiliales isolées. Non, on va commencer. Donc, je pense que sur la ligne, ils voient ton écran. Je veux juste être sûr qu'ils vont voir le bon. Oui, le 367-2601. Sinon, pour ceux qui veulent en ligne, là, sur l'onglet le règlement municipaux, règlement en cours de modification, vous avez aussi tous les règlements, là, les PDF et les règlements directement. C'est sur le site de la municipalité. C'est celui-là, j'ai mis? C'est le règlement. Ça sera pas long. C'est juste qu'on se familiarise avec la plateforme. Faut que tu fasses ça, Fabien. J'ai pas fait le bon. C'est lequel, j'ai C'est mis? celui-là, c'est lequel? Non, Excusez-moi. C'est le C'est le même. Bon, ça sera pas bien long, désolé. un code 18. Un code 18, oui. J'ai pas. De toute manière, je peux commencer là, même sans que vous ayez le texte. L'objectif de la modification au règlement de zonage, en fait, c'est de permettre des projets intégrés d'habitation qu'on appelle, ce qui est un autre type une autre forme de développement, là, autre que le développement classique avec une rue et plein de l'eau. Les projets intégrés d'habitation, c'est toujours une copropriété. Donc, c'est plusieurs maisons sur un même grand terrain, sous un même matricule. Et c'est ça, donc c'est ce qu'on appelle des projets intégrés d'habitation. On a un exemple à Val-des-Lacs, on a le projet Nostalgia, le domaine Nostalgia, là, pour ceux qui connaissent, qui est un projet intégré d'habitation. La modification qu'on vient faire, dans notre règlement, pour faire un projet intégré d'habitation, il était nécessaire d'être connecté à un réseau d'aqueduc ou à un réseau d'égout. Deux choses qu'on n'a pas du tout sur notre territoire. Là. Ben, en fait, on a un petit réseau d'aqueduc ici dans le village, mais on n'a pas de réseau d'égout. Donc, l'objectif de la modification réglementaire, c'est de venir permettre des projets intégrés d'habitation de faible densité, donc qui sont quand même l'équivalent d'une maison par un terrain de 4000 mètres carrés ou 40 000 pieds carrés. Donc, c'est une densité qui est quand même assez faible, là, qui est le minimum déjà sur notre territoire. C'est de permettre, en fait, des projets intégrés d'habitation qui n'ont pas besoin d'être connectés au réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est ça, ça va pouvoir permettre ça, de faire des projets intégrés qui ne sont pas raccordés, là, alors qu'actuellement, ce n'était pas le cas. Donc, c'est la modification qu'on est venu apporter. Est-ce que l'écran, vous voyez le règlement 367-2601? Je vais me faire un petit thumbs up, là, quelqu'un, Madame Céline, est-ce que c'est ça le règlement que vous voyez à l'écran? OK. Je peux le montrer l'article. Mais dans le fond, on vient parler de densité là, qui est de 2,5 logements à l'hectare. Ça représente là, une maison, un logement par 4000 mètres carrés. On vient dire que c'est ça. Là, si tu as une densité qui est supérieure, là, il faut quand même que tu sois raccordé à un réseau d'aqueduc ou d'égout, mais si tu as une densité faible, c'est pas nécessaire. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires en ligne. Est-ce qu'il y a des commentaires en ligne? Je vous demanderai d'activer votre son si vous avez des questions. Je me demandais pourquoi il veut faire le truc. Pourquoi il faut faire un projet comme ça? Non, il y a des promoteurs qui préfèrent faire des projets intégrés là, privés, comme ça. Mais Nostalgia, c'est un beau. Ouais, c'est ça. Le même problème de bâtir. Le Nostalgia, en fait, ça a été fait avant que ce règlement-là entre en vigueur, en fait. Mais ils ont un règlement, eux autres, un règlement spécifique à eux.
Oui, oui, c'est sûr, dans l'autre domaine. Mais là, c'était vraiment pour autoriser un projet comme ça. Actuellement, il fallait être connecté à un réseau d'aqueduc et d'égout. Nostalgia, quand le projet a été créé, ce règlement-là n'existait pas encore à la municipalité. Comme si le règlement avait été modifié par après. Fait qu'on le ramène à ce qui était Ouais, c'est ça. initialement. Ah. Parce que Non, c'est sûr, juste poser la question, pourquoi ce projet-là, dans le fond, si c'est autorisé, c'est parce que. Ben non, parce qu'actuellement, ils peuvent. Dans le fond, dans le temps que Nostalgie a été déposé, ils pouvaient le faire sans réseau d'aqueduc et d'égout conditionnel à ce que ce soit une maison de 4 000. Puis après ça, le règlement, il a été modifié, changé, que ça prenait ça, mais on revient à l'époque. On vient un peu à l'arrière. À l'arrière. Ça va mettre d'autres types de développement. Ou pas rester dans le fin fond, dans le domaine des autres outils, ça rend pas d'allure de se plugger sur la ici. Non, c'est ça. Non, Non, il y a juste 45 maisons surveillées sur l'aqueduc. c'est un réseau privé. C'est un Le réseau réseau privé. privé, il est pas municipal. Et qui est obligé de se connecter à un écosystème. Ben, le règlement, quand même, il est monté en ce moment, oui, il serait obligé de se connecter, mais ça ne marche pas. Là. Ça va dans- On empêche le développement. Et la MRC, c'est une question de minute. Pour l'environnement, les autres sont d'accord avec ça. Ben, c'est ça, tant que c'est un projet intégré qui est de faible densité, il n'y a pas de problème. C'est dès qu'on passe dans plus de logements à l'hectare que là, il faut quand même pas encore. C'est la limite déjà qui est établie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'il y a des différences, on s'entend bord de l'eau, bord de filière, bord de là. Oui, oui, Il y là, a quand même exact. d'autres Il y a un autre règlements qui règlement. rentrent en ligne de compte. C'est ça, c'est vague, là. Ben, pas vague, tu sais, c'est un projet de base, mais il y a quand même à rattacher à ça des projets environnementaux. Mais si vous êtes riverains, c'est une autre histoire. Voilà, C'est ça, je veux dire, c'est pas juste ça. non, c'est ça, c'est pas l'unique condition pour les projets intégrés. Voilà, C'est ça, on en charge seulement une dans la grande liste qui existe déjà. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Rien? Pas de question. Parfait. Donc, on peut passer au règlement modifiant le règlement de lotissement. Une seconde, je peux juste être sûr que les gens qui ont envoyé une Le 26, processus 26 avec. Le tout en passe, c'est celui qu'on a. Il faut toujours au même. Je prends le deuxième, c'est le stop share. Ah, c'est lui qui est. Processus 26 de l'an, je vais voir ça. Je vais juste prendre le nom. Est-ce que les gens dans le Zoom, vous voyez bien le règlement 368-2601? Oui. Oui. Merci, madame. Merci. Parfait. Donc, pour ce projet de règlement-là, on vient modifier là, la contribution au fin de parc, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un vient de subdiviser son terrain, donc morceler son terrain en plusieurs lots. La municipalité, elle peut venir chercher là, un 8 de la valeur des terrains visés par l'opération cadastrale ou 8 en superficie, donc du site, encore une fois, là, à des fins de parc. Donc, cet argent-là ou le terrain qu'on vient créer, ça doit être un parc municipal ou c'est de l'argent là, qui est mis dans un fonds, puis avec cet argent-là, on peut entretenir nos parcs, on peut créer des parcs, on peut acheter un terrain pour faire un parc. Donc, c'est déjà un règlement là, qui est existant à Val-des-Lacs. Le projet qui est ici, c'est vraiment plus pour venir clarifier un peu comment on fonctionne là, pour le calcul de la contribution, parce que ça peut devenir quand même assez complexe. Donc, de manière générale, il n'y a pas grand-chose qui change là, par rapport à la réglementation actuelle. Le pourcentage reste le même, le calcul reste un peu le même, mais dans le projet de règlement, là, si on descend à la fin du PowerPoint, là, il y a carrément des exemples, des mises en situation pour venir un peu clarifier là, comment ça fonctionne, autant pour les employés municipaux que pour les citoyens. Donc, ça a été vraiment plus un exercice là, de bien clarifier un peu comment ça fonctionne. Le seul changement significatif qu'on a fait, c'est par rapport
Au calcul là, du pourcentage, quand le 8%, on vient chercher là, en valeur monétaire, ça va être quoi exactement le site? C'est ça, la valeur du terrain exact sur lequel on va calculer le 8%. On est venu exclure, en fait, les bâtiments principaux. Donc, si, admettons, quelqu'un a une très grande terre avec un bâtiment principal sur son terrain, puis il avait utilisé son terrain en deux. Donc, admettons, il y avait le terrain avec la maison, puis le nouveau terrain qui est créé. Le 8%, on va le calculer uniquement sur le terrain qui est créé et non pas sur l'ensemble du terrain, comme il était avant l'opération cadastrale. Donc, ça va venir un peu aider là, les gens justement qui ont justement une très grande terre là, et qui veulent admettons, céder une partie là, à leur enfant, une connaissance, quelque chose, puis ils ne veulent pas payer des frais de parc exorbitants parce que ça peut monter assez rapidement là, la valeur des terrains. Comme l'exemple que tu donnes, c'est la situation 2. Oui, c'est ça, si on peut y aller avec la situation. C'est pour ça en ligne, là, pour pas vous donner mal au cœur. Oui, c'est ça, on pourrait prendre la situation 2, c'est parfait. Donc, admettons, on a un terrain là, d'où fait 10 000 m², le propriétaire veut la subdiviser en deux et le lot 2. La contribution, en fait, là, va être calculée selon la valeur projetée du lot 2. Donc, admettons que le lot qui est créé a une valeur de 100 000 nous autres, on va aller chercher un 8% dessus. Donc, ça va donner un 8 000 pour la contribution, puis on va exclure le lot 1. Alors qu'avant, on avait pris les deux lots en même temps. Donc, il y avait un lot à 100 000, un lot à 100 000, ça aurait été 200 000. On aurait pris 8% sur le 200 000. Donc, on vient un peu aider là, les gens qui veulent utiliser leur lot à partir d'un terrain qui a déjà une maison dessus. Donc, pour ça, là, on va être un peu à l'écoute. Il risque d'avoir un deuxième projet pour ce projet de règlement de lotissement-là, parce on va ajouter d'autres mises en situation. On a vu qu'il y avait d'autres cas particuliers qui n'étaient pas pris en compte. Donc, moi, s'il y a des gens justement qui ont des préoccupations par rapport à ça, qu'on est là-dedans, on va travailler un peu le règlement. Donc, s'il y a des gens qui ont des expériences ou quelque chose à dire par rapport à la contribution au point de parc, juste qu'il y a des propriétaires qui ont déjà fait face à ça, puis des fois, ça peut être des gros montants. Ça, ils peuvent s'exprimer, puis nous, on va prendre ça en compte là, pour un deuxième projet de règlement qui va être présenté probablement à la prochaine séance. On va commencer par la salle, puis ensuite, on prendra les questions en ligne. J'ai acheté quelques terrains que j'ai lotis tous en un seul terrain pour être capable de diviser de la bonne façon. J'ai payé le max de parc au moment du lotissement, ça me donnait des permis pour faire ça. Tu l'avais déjà fait. J'ai payé le 8% sur l'ensemble du terrain qui est tout muselé ensemble. Si je veux le rediviser, bon, je repaye encore le 8%. C'est ça, mais on va prendre en considération, en fait, les frais de parc que vous avez payés par le passé. Okay. Donc, ça, justement, à la fin du règlement, vous avez des exemples de calcul. On a fait ça, la prise en compte de la contribution antérieure. C'est aussi pareil dans notre règlement, c'était pas expliqué, c'était pas super clair là, exactement comment on faisait le calcul. Donc, là, on est venu clarifier là, dans cet article-là. Dans le fond, ce que tu dis, c'est si monsieur, mettons, on a des chiffres, a déjà payé, mettons, 10 000 $ de taxes de parc pour son lot en tout et Julien, puis en les divisant, la facture est de 11 000. Moins les 10 000, il va rester 1 000 à payer. C'est ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros. En gros, on est. Ça peut pas donner des chiffres, c'est 26 000, ça ne va pas leur payer un gros. Mais dans le fond, le premier 26 000 va être déduit. Oui, c'est ça, de manière générale. Oui, là, après, ça peut dépendre des situations. Je n'ai pas exactement votre cas sous les yeux, là, mais c'est sûr que vous pourriez bien me voir qu'on peut regarder le monde. Ça, c'est pas comme les terrains que la province de Québec a fusionné. Non, ça n'a pas rapport avec la rénovation. Ça n'a pas rapport. Ben, c'est sûr que si vous voulez les diviser aujourd'hui, il y avait la contribution qui en ferait. Mais oui, c'est ça. Si les gens ils ont fusionné leur terrain avec la rénovation cadastrale, ils veulent les diviser à nouveau, il y avait la contribution maintenant. Ben, au moment de la rénovation cadastrale, vous aviez le choix de fusionner les terrains ou de les garder séparés. Je sais qu'on a eu le choix. Là, si on veut les séparer, à cause qu'ils ont été fusionnés par le gouvernement, les deux sont fusionnés pour payer. Oui, il y aurait la contribution. Non, on ne savait pas. Puis, à la rénovation cadastrale, les arpenteurs étaient censés vous dire de vous donner l'option de garder les terrains comme tels ou de les fusionner. Il y a eu des lettres de fait à l'époque. Il y a eu une lettre, mais les gens ne savaient probablement pas que s'ils ne s'en occupaient pas là,
depuis sans équipé, sans payer. Non, ça c'est sûr, je ne sais pas si la sensibilisation a été bien faite dans le temps. Ça marche, mais oui. Ouais, on s'était un peu parlé de ça, même le plan ici, parce que c'est l'Assemblée, tu sais, on s'est parlé de ça un petit peu au téléphone, c'est une pensée. Je me disais, dans le cas d'un, mettons, on va prendre moi en exemple, dans le cas d'un terrain comme j'ai, qui est quand même assez grand, c'est pas une terre complète, mais tu sais, c'est quand même des dimensions assez volumineuses. Que, demain matin, tu sais, je voudrais les séparer en deux parties de la terre. Ou la partie de la terre pour donner à mes enfants. Tu sais, je comprends qu'il y a une partie que c'est du lotissement, puis en général, c'est pour bâtir. Là. Tu sais, on va vendre des terrains pour faire de l'argent, pour bâtir, puis on va récupérer cet argent-là en vendant notre terrain. Mais au moment où on donne ça, un don familial, style qu'on donne notre voiture à notre enfant, la SAC ne charge pas de taxes. Mais tu sais, la valeur, c'est de la voiture. Mais dans le cas où on donne un terrain à nos enfants, c'est parce qu'on est hérité de ça, c'est du vieux terrain, ça fait 70 ans qu'on a ça, tu sais, c'est d'un père en fils. Là, on voudrait les séparer, tout donner à nos enfants, mais tu sais, on ne fait pas une scène de ça. Puis là, il faudrait que je paye, mettons, exemple, je donne un exemple, c'est pas ça, mais admettons que je sais pas, moi, 20 000 de chaque côté. Tu viens de donner 25 000 d'argent, autour de 20 000 d'argent. Tu feras 25 avec l'autre, ça va d'argent. Ça, c'est un don. Puis je me disais, tu sais, j'ai quand même fait un peu de lecture là-dessus, puis ça dit don d'un terrain, ça, c'est au Québec. Lors d'une division de terrain familial, la municipalité peut décider de ne pas exiger des frais ou réduire la contribution. C'est à votre choix. Vous pouvez réduire, dire, bon, je ne pas 8 je vais charger 1 ou 5, whatever. C'est un exemple. Là. Je veux dire, si le terrain est cédé directement, ben ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, à quel point il pourrait y avoir comme des ententes de dire, ben, si c'est donné familialement, pour pas qu'il y ait d'escroquerie là-dedans, ça pourrait dire, ben, si c'est vendu en dedans de 5 ans, ou au moment que c'est revendu, c'est que mon enfant décide de le revendre à un tierce personne, à un étranger, les frais de taxe pourraient être applicables à ce moment-là. Tu sais, de donner au moins une chance aux gens. Je suis sûr qu'on n'est pas 50 dans la municipalité qui peut faire ça, tu sais, qui détiennent déjà des terres anciennes, puis qui veulent éventuellement un jour subdiviser à leurs enfants. Dans le fond, tu sais, c'est une de donner un numéro de lot, un cadastre, puis un certificat, tu sais, on veut se dépenser de l'argent. Pas une notion de business. C'est ça, non, c'est ça. C'est pas pour lotisser, pour faire de la business. C'est sûr, je parle de mon cas. Ben, on va en discuter. Non, mais C'est bon. C'est quelque chose qui existe. Le texte que j'ai lu, c'est parce que je l'ai ramassé et je ne l'ai pas inventé. La municipalité peut le faire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez changer. Si vous avez plusieurs options, si vous voulez le faire pour aider certains citoyens, c'est pas 50, c'est pas 100 citoyens qui veulent. Il y avait des conditions particulières au niveau d'un lien direct de parenté. C'est sûr que c'est rajouter des complexités au projet, on s'entend. Mais il faut dire aussi que ce frais de parc-là, ça date de 1964. Il y avait des choses qui ont changé dans la province de Québec ou ailleurs, non. Depuis 1964, vous venez de modifier un règlement juste avant pour le mettre plus flexible. Bien, ça, c'est la même situation. Si le règlement a évolué, dans le temps, en 1964, splitter ma terre, ça m'aurait coûté à peu près 50 piastres. Mais aujourd'hui, on parle de 20 000 et plus. C'est sûr, c'est pareil pour un développement domiciliaire intégré, faire de l'aqueduc puis de l'égout, ça va coûter une fortune. Là, on va leur permettre de pouvoir le faire comme jadis. Moi, dans mon cas, c'est sûr, non, mais c'est d'accord avec vous. On a un conseiller qui s'était un peu dans le on vieillit, puis mon père me l'a passé, puis là, mon père l'a passé à mes enfants. C'est une question, on vit ici, là, on a aidé à développer C'est un point qui avait déjà été soulevé encore plus. Ouais. Non, mais tu sais, l'objectif premier du règlement, c'était plus de le clarifier, tu sais, de le garder un peu comme il était, mais là, on voit, tu sais, justement, on en parle, puis il y a beaucoup de cas un peu. C'est Québec, là, c'est large. Tu sais, la section pour ça, la PAC de la province de Québec, eux autres, ils ont mis ça large, puis la municipalité, ils disent que c'est la municipalité à gérer après. C'est un peu pour ça que j'amenais le point ici à voir. Je leur vendrai pour ça, je leur donnerai pas ça le matin, mais éventuellement, c'est un jour que ça peut arriver. Sinon, ça va rester le même encore. Même pendant qu'il meurt, ou whatever, on va pouvoir faire le silence. On essaie de les établir ici, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait un. Donc, on peut aller à un deuxième projet. Ben, de toute façon, c'est déjà prévu qu'on est en deuxième projet, puis c'est ça, je pense qu'on va
Et donc, Ouais, je voir s'il n'y a pas, il y a pas d'autres moyens un peu d'adapter ça, puis de regarder un peu là, si c'est faisable justement l'histoire des dons familiales. Ça sortait c'était le guide du ministère, vous l'aviez lu? Moi, c'est là-dedans. Ok. J'aimerais ça, en fait. J'aimerais ça trouver une autre municipalité qui a un peu de la même. On est cherché les pas de Ouais, c'est ça. Parce que c'est peut-être compliqué comme de le faire. Parce que nous, il faut qu'on s'assure, c'est vraiment la bonne. Mais surtout, c'est pas place, là, mais tu sais, ça peut aider plein de monde. Ouais, trouver beaucoup de municipalités, il y en a qui ne le font pas, il ne font pas d'exception. C'est sûr que les résidents se le disent, malheureusement, pour les quelques-uns qui sont touchés, ils sont pris avec ça, mais quelque part, comme je l'ai dit, le texte d'information que je vous ai donné, ça arrive dans vous avez le choix. C'est pas une paperasse administrative, j'imagine. Ce ne sont pas des centaines, c'est sûr. Non. Non, exactement. Il n'y a pas Je sais pas, ils disent pas que. tant de monde que ça dans la situation. Il y en a. Comme je dis, vous pouvez quand même mettre des barrières de protection dans le sens que je pourrais faire ça, puis de dire, hey, on va vendre, on fait de l'argent avec, ou puis pas, tu sais, vous pourriez mettre des barrières, si c'est vendu dans 5 ans, puis whatever. C'est pas de taxe applicable, puis quand même, ça évite de faire. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je vais juste à prendre la parole si vous avez des questions. Madame Céline, allez-y. Oui, ben, je suis un petit peu dans le même principe. Il serait possible de mettre peut-être une différence entre le promoteur puis un résident, dans le sens que si on veut lotir le terrain pour de la famille ou pour une aide particulière qu'on veut emmener vers nous en construisant une propriété à côté, qu'il n'y aurait peut-être pas de frais ou diminuer le frais. Puis si c'est un promoteur ou si c'est un résident qui veut faire de l'argent avec ses terrains, c'est correct de subdiviser puis d'avoir des frais, mais quand c'est pas le but de faire de l'argent, euh, j'ai un petit malaise avec ça, là, parce que dans mon cas, moi, j'ai comme 3 projets. Il y en a un que c'est sur ma maison principale, il y a comme un sentier qui appartient à la terre. Et sur le côté droit, ben, c'est un empiètement qui appartient euh, à la terre aussi. Fait que donc, je veux modifier le terrain. Là, je pense que le nouveau projet de loi, il n'y aurait pas de frais. Mais je veux aussi me construire une autre propriété pour moi, parce que la mienne est louée présentement, puis elle va peut-être être vendue. Euh, mais si je crée un autre lot, là, je vais avoir à payer la taxe de parc. Je vais avoir à payer des grosses taxes, là, parce que la maison, elle devrait être aux alentours de 650 000. Puis, je veux un camp de chasse dans le fond de la terre. Fait que là, je veux pas créer de l'eau, mais il paraîtrait que j'aurais un autre frais là. Fait que ça fait des projets qui coûtent cher, là. Parce que le camp de chasse va probablement coûter moins cher que la taxe. OK. C'est bon. Super, merci. Ben, c'est bon, madame. On prend toutes vos informations, puis on va pouvoir faire un deuxième projet là, sous peu. Et si, mettons, je créais pas de nouveau lot, mais que je faisais juste l'implantation d'une maison pour moi sur la terre, Couche-toi. Oh. est-ce que j'aurais. On va essayer d'enlever votre volume. Attendez, je vais le mettre. OK, excusez, allez-y, madame. OK, je recommence. Sur la terre, si je faisais pas une création de l'eau, que je faisais juste implanter une propriété, j'aurais quand même le 8 Actuellement, oui, avec ce projet-là, mais encore une fois, on va y réfléchir. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de division, il n'y a pas de frais de taxe. Elle fait juste de faire une demande de permis Pour une deuxième maison, mais pour un camp de chasse sur le même lot qui a déjà. Est-ce qu'il y a déjà une. pour la camp de chasse, il faut que ce soit un terrain vacant. C'est pas possible d'avoir un camp de chasse avec une maison sur le même terrain. OK, fait que je pourrais faire mon camp de chasse en premier, parce que là, la terre est vacante. Puis sans créer de l'eau, si je rajoutais une maison, Ben, ouais, mais c'est justement pour avoir un camp de chasse, il faut que le terrain soit vacant. Donc, ce ne serait pas possible d'avoir les deux sur le Les même deux terrain. sur le même terrain. OK. pourtant, c'est quasiment 3 millions de. Tu vas lui dire, Ben, tu vas refuser le permis pour la maison, c'est ça que je comprends? Ouais. Ouais. En gros, ça serait ça. Il faudrait diviser justement, il y avait besoin Ouais. de diviser les terrains en deux.
Mais je pense que votre cas, ça mérite peut-être plus de discussion avec M. Lalumière. Je pense qu'on invite à peut-être appeler M. Lalumière pour éclaircir votre dossier. On On en a eu une la semaine dernière. On s'est déjà parlé. OK, d'accord. Mais c'est ça, en tout cas, Mais mais c'est des bonnes réflexions. on va y réfléchir, comme tu dis, on va Ouais. regarder un peu ça, là, j'ai votre cas de figure en tête, je vais en parler aussi un peu aux conseillers en même temps. On va regarder voir ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Parce que pour vous, en faisant un camp de chasse, ça augmente quand même un peu les taxes. Puis là, sur la maison, ça ferait encore des taxes sur plusieurs années. OK. Mais un camp de chasse, le but, c'est de chasser, mais tu n'as pas le droit de chasser près d'une maison. Fait que, Oui, mais la terre, elle a 4000 pieds de profond. ouais, c'est ça, pour que ce soit vraiment grand. Ça, c'est un cas particulier, Ouais. c'est dur de jaser de ça Ouais, c'est en séance publique, là, mais si tu connais le dossier, Ouais, c'est tu ça. vas nous en reparler au caucus. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai pris la note. questions Ça, je l'ai. en ligne? Ça va? Dans la salle, c'est bon aussi? Par rapport à l'évaluation d'un terrain, c'est comme, mettons qu'on bâtisse, et on sépare un terrain. Là, ça va demander, je pense, à un évaluateur agréé par la municipalité. Vous avez le choix, là, prendre un évaluateur ou de prendre l'évaluation de la MRC. Là, C'est ça, on le fait là, quand c'est une partie de l'eau, c'est l'évaluation à la MRC, puis quand c'est une Moi, je me demandais, vous allez jouer sur les deux axes, admettons, aussi. Parce que, mettons, comme moi, là, j'ai un exemple d'un cap de roche, un bord, c'est un terrain qui est imbâtissable, il n'est même pas d'arbre, c'est vraiment à 90 degrés. Fait que, on est, je donne une partie de terrain qui est pas bâtissable, et l'autre partie est bâtissable, fait que, mettons, tu cadastres sur une partie, puis ça englobe les deux. Mais est-ce que l'évaluation va prendre en considération qu'une partie ne vaut pas 2 piastres le pied carré, exemple? Ben, c'est ça, justement, l'évaluateur agréé, justement, ça, il va prendre ça en compte. Il va évaluer, il va regarder justement un peu plus, parce que l'évaluation de la MRC, il est quand même assez Plus large. plus large, ils ne vont pas vraiment. C'est pas ça. C'est sûr. Donc, l'évaluateur agréé, il va regarder, y a-t-il un milieu humide, est-ce des cours d'eau, ou est-ce que c'est un Selon la topographie du terrain, des fois, ça vaut mieux prendre l'évaluation de la MRC, mais des fois, prendre un évaluateur agréé. Parce que justement, Étant donné qu'il y a un cadre de roche et des parties non construisibles, lui, il va vraiment l'évaluer, tandis que la MRC, lui, ils vont plus globalement par le secteur. Exact, par le secteur. Je pose la question parce qu'au dernier budget, ça avait été dit qu'on avait perdu beaucoup d'argent. Oui, les milieux humides. Mais pas d'argent, mais d'évaluation. Une baisse d'évaluation des terrains en milieu humide. C'est sûr que ça va refléter la même chose si jamais quelqu'un a un peu. Oui. Oui, mais c'est vrai que la MRC elle a commencé à prendre en considération le milieu humide, le dernier route, on ne sait pas ça. Ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu plus précis qu'avant. Après, je pense pas qu'ils prennent la topographie vraiment en compte. Mais ça reste encore du cas par cas, le milieu humide. OK. Alors, on va passer à l'autre sujet qui est plus préoccupant. Sur les Airbnb. Les résidences de tourisme. Oui, c'est vrai. Je vais aller chercher Airbnb, c'est le C'est une CR. plateforme. Et voilà. Oui, je le sais. Mais Et voilà. c'est comme des Location. idées. Je vais partager un document que M. Lalumière a préparé. Lequel des deux, tu regardes, Celui-là. celui-là? Bon, Donc, pour les gens en ligne, vous voyez bien le deuxième projet de règlement 47h2501. Est-ce, monsieur Bonny, est-ce que c'est bien le document que vous voyez, le 471-2501? Oui, parfait, c'est bon. Donc, parfait. Donc, je vais commencer par faire peut-être un petit résumé pour les gens qui n'étaient pas là à la première consultation. Je vais partir les premières places, vous avez peut-être déjà vues, ceux qui étaient là. Mais je vais essayer de passer rapidement. Donc, pour commencer, c'est quoi la location en court séjour? D'ailleurs, en tout cas, on va souvent uniformiser dans un troisième projet, on va l'appeler résidence de tourisme parce qu'il y a location en court séjour, il y a location court terme, il y a résidence de tourisme, c'est tout des synonymes. Là. Mais dans notre règlement actuellement, il est écrit location en court séjour, donc c'est pour ça qu'on a continué comme ça, mais on va peut-être uniformiser. Donc, c'est quoi la location en court séjour? Donc, c'est la location de moins de 31 jours consécutifs.
Ça peut être effectué dans une résidence principale comme dans une résidence secondaire. Puis, c'est encadré par la loi sur les établissements d'hébergement touristique, donc c'est une loi provinciale, et aussi par le règlement de zonage municipal. Donc, c'est encadré là, par deux lois. Sur le territoire de la municipalité, ça, j'ai sorti les statistiques, je ne les avais pas à la première consultation. Là. Donc, sur le territoire de la municipalité, on a 440 résidences principales, on a 425 résidences secondaires, des chalets. On a 70 établissements de location à court terme dans les résidences secondaires, puis on a 4 établissements de location à court terme dans les résidences principales. Donc, c'est des permis différents, parce qu'on les sépare, les résidences secondaires et les résidences principales. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, non, t'es pas, je sais pas, voilà, je change. En ce moment, l'allocation, donc la réglementation actuelle, l'allocation pour séjour dans une résidence secondaire est autorisée seulement dans certains secteurs de la municipalité. Et l'allocation pour séjour dans une résidence principale, c'est autorisé sur tout le territoire de la municipalité. Donc ça, c'est actuellement. Actuellement, pour demander un permis, le coût est de 1 000 puis il y a une durée, là, une fois qu'il est délivré, c'est ça, il perdure dans le temps. Puis il est attaché à la propriété. Si vous allez à la deuxième carte, vous avez les zones de l'allocation à séjour dans une résidence secondaire qui est autorisée sur le territoire. Donc, en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont interdit la location en court terme, c'est l'ancien conseil qui était là à cette époque-là. Ils ont interdit la location en court séjour dans les résidences secondaires, dans les zones où il y avait un lac. Donc, ils ont pris les zones au zonage déjà existantes, toutes celles qui avaient un lac, ils ont interdit la location au séjour. Ils ont laissé, donc, on voit le lac de l'Orignal, le lac Alil, le lac Joseph, le lac Gagnon, le lac Quenouille, ça a tout été interdit. Puis les autres zones sont restées là, autorisées pour la location. Donc, ceux en vert et jaune, c'est la zone où c'est autorisé. Orange, jaune, orange. Jaune, orange, là. OK. Sauf les résidences principales, c'est partout. Oui, c'est ça. Il y a des droits acquis aussi, là. Oui, il y a des droits acquis aussi, mais pour les résidences principales, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le terme résidence principale est comme apparu, là, ça a été créé par la corporation touristique du Québec, la CITQ, à un certain moment. Puis la municipalité avait le choix à ce moment-là là, de l'interdire comme les résidences secondaires dans certaines zones ou de le laisser à la grandeur. Puis sur une date, je pense que c'est 2021, là, la municipalité a décidé de le laisser autoriser partout sur le territoire. Là. Donc depuis 2021, c'est ça. Question pour toi. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'enlever puis le mettre comme le zonage partout? Oui, on pourrait décider de le faire. Okay. Mais pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque, c'est que ça demande beaucoup de travail, il faut changer zone par zone, c'est un projet de règlement par zone de la municipalité. Ça demande à chaque fois là, des référendums, des appels à la personne d'availabilité. C'était un énorme tâche pour la municipalité à l'époque, donc ils ont décidé. Ça représentait, je pense, c'est 330 règlements à changer. Donc, Ils l'ont fait. Hein? Ils l'ont fait. Ouais, j'aimerais ça que le caucus nous dise, mettons, combien de règlements ça occasionnerait. Pour les trois zones. C'était quoi la mission, madame? Ben, en fait, pour les résidences principales, que ce soit les mêmes zones que la résidence secondaire, ça représente pas comme tâche de travail. C'était partout ou pas? Oui, c'est ça. Étant donné que les résidences principales, c'est partout, si on veut avoir le même zone. Il y en a qui m'ont dit que c'est la résidence principale parce que c'est des conjoints, ils vont louer à l'année, c'est ça que je veux dire. Oui, mais il y en a 4 là, actuellement. Ouais, c'est ça, il y en a. C'est pas dramatique, là, mais Il n'y en a pas trop là, mais ça. Je voulais juste voir en caucus, ça représente-tu 300 règlements, 10, 15, 50? Juste voir c'est quoi l'ampleur de la tâche. Donc, il y en a 4 actuellement, ça ne veut pas dire. Mais il pourrait en avoir d'autres. Il pourrait en avoir d'autres. Oui, c'est ça. C'est ça, mais l'implication sur l'info, c'est ça passe par le groupe principal. Pas de changement, c'est ça, là. Ouais, ça, c'est pour faire le changement. Donc, ensuite, il faut changer à la prochaine. C'est bon, ça va? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, la problématique là, sur le territoire de la location court terme, c'est sûr que c'est pas à l'ensemble. Il y a des propriétaires d'établissements qui font un très bon travail, il n'y a aucune plainte, il n'y a absolument rien. Mais la location pour séjour, là, ça peut créer des nuisances pour les voisins.
Aussi, ça peut être produit, il va y avoir des problèmes dans la gestion des matières visuelles, des problèmes dans le stationnement, donc des gens qui stationnent dans les rues. Ça peut créer plus de pression là, sur les installations sanitaires des résidences, c'est une utilisation qui est normale. Donc, normal, une résidence principale, avec les gens qui habitent tout le temps. Puis, en ce moment, c'est ça, là, on n'a pas vraiment là, de moyens d'encadrer la location dans les résidences principales sur le territoire. Donc, on a fait ce projet de règlement, donc là, qui est le deuxième projet. Le premier gros changement, là, c'est on viendrait encadrer les locations à court terme avec un règlement sur les usages conditionnels. Donc, on permettrait là, encore dans toutes les zones en orange là, la location à court terme, mais il y aurait certains critères et normes là, à respecter pour les nouveaux permis de location à court terme. Donc, vous les avez ici, là, il y a 7 critères, là, c'est des bons 7 critères. C'est ça, donc il y a 7 critères d'évaluation. Donc, les critères, comment ça fonctionne, un usage conditionnel, c'est qu'à chaque fois dès que la personne va faire une demande de permis, la demande va être évaluée là, par le comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, puis ensuite par le conseil municipal. Les critères d'évaluation, c'est normal là, que ça soit libre d'interprétation. Donc, c'est pas une norme, c'est un critère. Et l'objectif de ça, c'est que les normes, ça peut être assez sévère. Donc, admettons qu'on vient là, on va en parler un peu plus tard, là, mais on vient dire que la personne doit être située à 1 heure en auto, là, la personne responsable doit être située à 1 heure en auto de la résidence. Si on trouve une demande d'une personne qui, elle est située à 1 heure 30 secondes, on la refuse. Alors que si on vient mettre un critère qui vient parler de distance raisonnable, ça nous permet d'avoir un jeu puis d'être évalué justement par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est pas mal moins strict qu'une norme. Donc, c'est un peu l'objectif des 7 critères qui sont ici. Donc, ces critères-là, à chaque fois, ils vont être évalués par le comité. Puis, ensuite, le conseil a un droit de veto aussi, donc il peut suivre la recommandation du comité ou voter contre. Une question. Oui, c'est ça. On met un accent spécifique sur l'article 6.4 du règlement, au lieu de dire qu'on va respecter les règlements statutaires, on fait spécifiquement un règlement. C'est tout un règlement qui ne semble pas être suivi vraiment à la lettre par le corps. Ah, ok, oui, c'est ça, vous voulez parler du temps. Oui, ben, moi, je vais en parler tout de suite. L'objectif, là, c'est ça, là, je voulais en parler, ben, je connais pas parce que j'ai fait une section, en fait, là, j'ai fait à la fin, on va parler des modifications entre le premier et le deuxième projet. Bon. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces critères-là à respecter. Puis ensuite, il y a des conditions aussi à respecter qui sont là. C'est plus des normes. Là. Donc, ça c'est le fonctionnaire des élus qui va les évaluer. Et ils ne seront pas évalués par le comité. Oui. Donc, vous savez, là, c'est ça. Il y a 9 normes à respecter, puis 7 critères là, qui sont évalués pour chaque demande. Donc, c'est bon. Ouais, c'est ça, mais on peut dire que je suis une erreur dans mon programme, c'est ça. C'est pas que ça, c'est ouais, je change tout de suite. Donc, ensuite, c'est ça. Donc, l'autre section, c'était vraiment faire un suivi là, par rapport au premier projet. Donc, on a fait quand même quelques modifications. Comme ça, là, c'est ça. Je comprenais, ben, ouais, reviens là. Ah, ok, oui. Là, tu peux revenir là. Il y a une erreur, là, les slides sont inversés. Bien pour. Sinon, où aller? Continue. Oui, C'est ça ce que je fais? Ou c'est la souris? la souris. C'est ça. On est bon. Donc, c'est ça. Une des grosses modifications qui a été faite par rapport au premier projet, c'est que maintenant, le règlement ne vise uniquement que l'émission de nouveaux permis de location à court terme. Donc, les propriétaires qui ont déjà leur permis, ils vont pouvoir continuer aux mêmes conditions que le permis d'origine. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez dans le projet de règlement ici, là, vous ne serez pas visé. Ça veut dire que les 74 qui ont déjà eu le permis, les autres restent dans l'ancienne réglementation. Ils sur l'ancienne réglementation avec les conditions là, qui étaient mises à l'époque, mais il n'y en avait peut-être pas. C'est à voir le permis par permis. Donc, le projet de règlement qui est visé, c'est uniquement là, les nouveaux permis. Puis, les permis, c'est ça que vous avez en votre possession aussi, là, ils peuvent être transférés à d'autres propriétaires. Ça va rester aussi. Je ne sais pas si on peut se faire des questions. Ah, c'est ça,
Ben, juste dans le règlement, justement, pour le renouvellement, il y a quand même une liste de critères comme vous disiez. C'est pas marqué comme quoi que le droit acquis sont exempts, c'est marqué qu'à chaque 12 mois, il faut renouveler quand même. Je ne sais pas s'il manque une précision à ce niveau-là par rapport à ce principe. Je pourrais le préciser, là, mais le renouvellement, là, c'est mon point, là, de qu'est-ce que les propriétaires qui ont déjà un permis vont devoir faire. Le permis il va être renouvelé à la municipalité, mais nous, ça va être plus une formalité. On va plus s'assurer là, que vous allez bien renouveler votre permis à la CTQ. Là. Ça va être plus une formalité administrative. Vous n'avez pas besoin de respecter là, toutes les autres normes. C'est vrai qu'on pourrait peut-être venir le préciser. Devenir le préciser. Par contre, c'est ça que je l'ai mis, là, donc l'usage doit se poursuivre aux mêmes conditions que celles du permis d'origine. Toutefois, si l'usage est interrompu pendant plus d'un an, le propriétaire perdra ses droits acquis et devra se conformer à la nouvelle réglementation. Donc, en ce moment, c'est le seul moyen là, que les gens qui ont déjà un permis perdent leurs droits acquis, c'est qu'ils arrêtent complètement l'usage pendant un an de temps. Si les nouveaux prennent le permis, eux autres vont quand même avoir des droits acquis tout le temps, qui vont transférer de propriétaire à propriétaire. Pourquoi ils font ça? En fait, parce qu'à un moment donné, quand ça dit qu'il y en a trop d'Airbnb, là, puis que tout le monde a des droits acquis, tu ne peux plus rien faire. On va être bloqué pour les 70 là, qui ont le permis, mais pour les nouveaux, ça, ils vont avoir la nouvelle réglementation. Les nouveaux vont être Oui, mais ils vont avoir quand même des droits acquis. Les droits d'acquis à la nouvelle réglementation de tous les articles qu'il va y avoir là-dedans. C'est juste ceux qui ont 70 présentement, eux vont garder les droits acquis de ce qu'il y avait. Les nouveaux aussi vont avoir des droits acquis. Non. Les nouveaux, ça va être la nouvelle réglementation. Donc, ça, là, dans le premier projet, c'est ça, là, on voulait un peu encadrer, mais finalement, on est limité un peu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On a décidé un peu de reculer à ce niveau-là. Donc, là, ça va vraiment viser là, uniquement les nouveaux permis. Donc, ça, c'est déjà un gros changement. Dans ceux qui, comme vous dites, qui ont un droit acquis. Maintenant, par rapport aux critères d'évaluation, c'est quand même, pour des évaluations, c'est quand même des règlements à respecter. Est-ce qu'ils vont être à respecter ça pour le niveau c'est sûr qu'il y a une ça ne change pas. Mais pour les conditions par rapport à l'installation sanitaire, le nombre de personnes par chambre, ça, on ne pourra pas intervenir sur ceux qui ont déjà un permis. On a une question en ligne. Madame Céline, oui, vous pouvez. Allez-y, on vous écoute. Oui. Sur les 70, il y a combien de locations qui sont problématiques? Approximatif? Il y en a toujours quelques-uns, peut-être 2, 3, c'est pas beaucoup, là, honnêtement. En bas de 10. OK, fait que ceux qui ont des droits acquis, c'est pas nécessairement, il n'y en a pas un gros nombre là, qui sont réfractaires à toutes les réglementations. Là. Non, pas tant que ça. Puis, il y a un des gros enjeux, par contre, ça va être par rapport aux installations sanitaires. En ce moment, on a des établissements de location coûtante qui sont sur des très vieilles installations sanitaires. Mais ça, la municipalité, on est en train de travailler sur un projet qui va nous permettre de viser toutes les installations sanitaires sur le territoire, là, toutes les installations sanitaires qui sont vieillissantes depuis plus de 30 ans. Donc, c'est plus avec ce règlement-là qu'on va venir intervenir là, sur cette problématique-là. Parce que quand on a un Airbnb sur un puisard, là, qui est comme l'ancêtre de la fosse septique, puis qu'il y a beaucoup de monde dans leur Airbnb, le puisard, déjà en partant, il n'est pas très fonctionnel, là, mais c'est encore plus de monde, il n'y a aucun traitement qui va être fait, ça va être un projet direct de l'environnement dans la classe. D'autant sur une résistance qui est pas avec. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on va intervenir le règlement sur les installations sanitaires. On travaille. Parce que quand ça vient toucher à l'environnement, c'est pas vraiment intéressant d'avoir des gens là, qui respectent pas les règles. Exact, que ce soit en location ou pas. C'est ça. C'est une installation sanitaire. Là, avec le règlement d'installation sanitaire, on va venir réglementer l'ensemble des bâtiments de la municipalité. Ça fait qu'en attendant, on va quand même avoir ce règlement-là, le temps qu'il faut, parce que dans le règlement, justement, il y a des conditions pour les nouveaux permis. On veut s'assurer que les installations sanitaires qui ont plus de 30 ans sont encore fonctionnelles. Donc, pour les nouveaux permis, on va pouvoir les encadrer de manière temporaire jusqu'à ce que le règlement qui va encadrer toutes les propriétés sur le territoire va entrer en vigueur. À ce moment-là, on va sûrement abroger cette partie-là parce que ça va s'appliquer à tout le monde. Exact. Mais pour l'instant, en tout cas, pendant un moment, on va quand même avoir ce niveau-là parce que sinon, les gens continueraient à avoir des permis sur des très vieilles installations. Mais moi, ce que je trouve, là, le pire, c'est les plans. Oui, ça aussi, c'est une nuisance. C'est dans le règlement des nuisances.
Ben là, c'est nous, par exemple, c'est vrai, parce que le président il paye quelqu'un pour avancer. Parce que les locataires, ils vont remplir 10 Ils font pas de bruit. Non, c'est là, ils mettent ça à terre parce que tout le temps, on est là. Puis là, les autres se mettent là-dedans. On va avoir les autres, mais là, c'est ça, c'est Ça, l'enjeu qu'on a, les plans qu'on se fait pour les locations court terme, c'est toujours les poubelles. Mais tu sais, comme Julien dit, c'est peut-être 5 résidences sur 70 qui sont problématiques. à 3 heures ce matin. Oui, c'est ça le bruit. C'est ça, le bruit. Mais ça, c'est le règlement de nuisance. Feu d'artifice, c'est une nuisance aussi. On vient toujours au règlement de nuisance. C'est parce que la bande des montagnes, on ne sait pas si ça lit. Oui. Parce que c'est une bouche. Mais pour savoir, les feux d'artifice sont interdits à la grandeur de la MRC. Oui, ça va dire. C'est à la grandeur, mais on ne comprend pas pourquoi il y a des dépanneurs. Non, mais On encourage un peu. Mais ils mettent de la pression, hein, justement, les villes autour des grandes villes, même Montréal, et puis ils mettent de la pression sur le gouvernement pour interdire la vente. Puis c'est ça qu'il faut faire. Tant que ça va être vendu sur le coin de la rue ici. Voilà la source. C'est ça. On va toujours en avoir. Tout ce que la ville peut acheter avec les autres municipalités pour empêcher la vente, c'est vraiment pas maintenant. On peut peut-être faire une résolution, on peut faire une résolution du conseil. Oui, c'est ça. Mais vérifier que Montréal, parce que c'est déjà à Montréal, ils interdisent les feux d'artifice depuis l'année passée, je ne me trompe pas. Mais ici, sur le territoire de la Non, mais ils n'interdisaient pas, mais ils veulent, c'est ça qui amène, ils veulent amener les autres municipalités à embarquer le plus possible pour interdire la vente. Parce que tant qu'ils n'interdiront pas la vente. Moi, je sais pas la vente, il n'y aura plus personne qui amène ça dans ses vallées. Non, d'ailleurs, on en discutera en caucus, puis si j'aime les élus bien. veulent aller de l'avant, on enverra la MRC aussi. C'est un petit peu hors sujet, mais on parlait tantôt des faux sceptiques, 2 secondes, je ne veux pas embarquer là-dedans longtemps, mais faire attention quand on dit des vieilles installations, il y a une grosse différence entre la nouvelle façon d'avoir une fosse septique puis l'ancienne. La seule différence qu'il y a, dans le toujours avec une configuration pareille, on a toujours une fosse septique. La seule affaire qu'il y a là-dessus, c'est un filtre pour l'entrée du champ d'épuration. C'est la seule différence. Mais c'est vrai qu'il faut des Non, bizarre. Je veux dire qu'il y a une différence entre plusieurs fosses septiques, c'est sûr. Mais tu sais, quand vous dites des vieilles installations, ça fonctionne bien, Là, Oui. La seule différence avec une nouvelle, c'est qu'il y a un filtre à sortie, il faut changer ça tous les 6 mois. Mais c'est vrai que les installations sanitaires classiques, c'est la même chose. Que ce soit fait dans les années 81 ou 2026, c'est en ciment, en béton ou en plastique avec 2 ouverts, sauf qu'il y a un filtre pour la sortie ou l'entrée du champ d'épuration. C'est la seule différence qu'il y a. Sinon, c'est le même produit. C'est ça. Je pense que pour ce type d'installation, ça vaut plus. Maintenant, il y a d'autres systèmes. Maintenant, on a des systèmes de traitement secondaire avancés, des systèmes de il y a d'autres systèmes qui existent. Non, mais de base, là, c'est ça. Ça va toucher là-bas. On va parler de systèmes plus sophistiqués. J'ai une question en ligne. Ouais. Je vais me permettre de la lire. Attendez, je la vois plus. Je vois qu'il y a un revenu de 211 000 qui provient de location court terme. Je ne sais pas où la personne prend ce chiffre-là, mais comment utiliser ce montant? Ne pourrait-elle pas servir à payer une agence de sécurité qui encadrait les plaintes liées à la LCP? C'est mon autre point. Oui, c'est écrit dans les autres La éléments. question est venue avant le. Avant l'information. Donc, à la première consultation publique, Oui. là, il y a beaucoup de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, donc non, sur votre budget 2026, il y a une case, un revenu de 211 000 pour le touristique. Ça vient parce que nous, on a eu une augmentation de 1 000 sur nos taxes. Allô? Oui, allez-y. C'est ça, j'ai vu que sur le budget 2026, il y a il y a un revenu de 211 000 qui provient, en tout cas, j'ai l'impression que ça provient des locations à court terme de touristique. Parce que nous, on a une augmentation de 1 000 cette année sur nos taxes pour la location court terme. Fait que je me demande ces revenus-là dont on parle. Ben, en fait, ce que le conseil a fait cette année, c'est qu'il a taxé les résidences de tourisme. On a mis une taxe, on n'avait pas au préalable. Donc, on a fait comme, je vous dirais, l'entièreté de la MRC dans toutes les municipalités. Les résidences de tourisme, c'est une utilisation commerciale qui est faite.
C'est comme ça que c'est considéré parce que c'est un revenu supplémentaire. Donc, c'est un immeuble à revenu, en fait, une location court terme. Donc, à ce moment-là, on est allé chercher une taxe commerciale pour ça, qui est la taxe de résidence de tourisme. En fait, c'est mis dans le budget, là, puis c'est dépensé via l'ensemble du budget. Les dépenses générales. Les dépenses générales, exact. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. C'est comme si. Ben oui, mais c'est juste que c'est un revenu qui n'existait pas en 2025. Je me demandais si ça allait être utilisé justement pour régler des problématiques qui sont liées à la location court terme. Ben, indirectement, je vous dirais oui, parce que la location court terme occasionne un surplus de travail aux employés municipaux, que ce soit au niveau des poubelles, au niveau des plaintes, au niveau de l'urbanisme, au niveau général aussi, le secrétariat. Donc, C'est ça. indirectement, oui, mais c'est mis à même les dépenses générales de la municipalité. Ça va pas, c'est pas un pool à part, c'est pas une OK, taxe de secteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment une taxe commerciale pour un immeuble à revenu. OK, parce que les poubelles, on a eu ici une surcharge de 300. Oui, les poubelles aussi. Les Oui. poubelles, c'est On a le eu une lot. surcharge de 300 pour les poubelles aussi. Je pensais que c'était ça qui servait. Ben, c'est pas 300, c'est 100 quelques dollars. C'est Ah, 176. 300. c'est Fois, 300. Nous, on a eu 300 sur nos taxes. oui, c'est ça, mais une résidence principale paye 180, la moitié. La moitié. Donc, oui, Non, c'est mais le job, parce que je peux vous l'expliquer en siégeant sur les différents comités poubelles, si on peut appeler ça, là, les déchets. Donc, c'est prouvé qu'une résidence secondaire en location, une résidence en location génère beaucoup plus de tonnage de déchets dans la poubelle noire. Et c'est ce qui coûte le plus cher dans la MRC à enfouir. Là, on parle pas loin de 215 la tonne enfouir un déchet de poubelle noire versus 36 pour le bac organique. Et c'est de là qu'est venue la taxe, une je taxe supplémentaire. vais faire ça vite. Allez-y. Je vais juste en venir faire mon point rapidement parce qu'il y a d'autres monde qui veulent parler, mais le montant dont on parle, tout ce qui a été chargé au touristique, nous, on cherchait un moyen d'aider les résidents qui ont des problèmes avec les locations court terme. Ça pourrait servir à payer une agence de sécurité pour gérer les plaintes parce que ce ne sera pas facile pour vous là, d'arriver à gérer ça. Vous regardez, ça fait partie de la 16, de l'affiche ou le PowerPoint qui est à l'écran. Un service de type Garda, là, de surveillance privée, on parle de 160 000 par année pour la période estivale. Fait que 211 000 sur 160 000, je trouve que c'est très cher de payer pour 4-5 réfractaires au niveau de la nuisance. Ça couvre, ben, j'ai regardé avec, comparé avec C'est ça, s'il y a juste 4-5 plaintes peut-être, mais il faudrait voir avec les citoyens qui ne sont pas satisfaits. Ouais. Exact. Mais il y a un travail de cas par cas qui est fait aussi là, avec le département de l'urbanisme. Mais comme je disais initialement, c'est vraiment c'est prouvé par le CER, le complexe environnemental La Rouge, et puis par la RITL, les statistiques qui sortent à tous les mois, puis à la MRC aussi. Le tonnage de déchets enfouis est beaucoup plus élevé dans une résidence en location court terme qu'une résidence principale. Et de là, la taxation en double pour les ordures, parce que ça génère plus, puis c'est ce qui coûte le plus cher à la MRC à enfouir. Puis, au niveau de la taxation, le taux de base, il y a un taux pour la résidence secondaire. C'est vraiment parce que c'est considéré comme un immeuble à revenu. J'ai fait votre idée, mais le montant pour l'agence privée, oui. C'était calculé, là, vous êtes à... Ben, j'ai regardé avec les municipalités. Non, non, 3 jours semaine. Le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ça part de la Saint-Jean-Baptiste, puis ça l'arrête à la fin du travail. C'était très onéreux pour le temps. Bonjour. Oui. Oui, allez-y, en ligne. Oui, bonjour, c'est Carl. Premièrement, merci là, de prendre en considération pour les droits acquis. Là, ça paraît que vous avez fait des bonnes recherches. J'apprécie qu'on ait été entendu. Puis
je pense qu'on va rester responsable. Je suis content d'entendre que de chalets récalcitrants, c'est de bon augure. Je pense que la plupart des propriétaires qui font du court terme, on veut que ça marche bien aussi. J'avais un peu dans la même optique que monsieur, là. Moi aussi, j'avais remarqué qu'il y avait le 811 000 là, pour 2026. Moi aussi, je trouvais que je pensais que c'était un montant qui aurait été utilisé peut-être pour assurer une meilleure collaboration entre les résidents permanents et puis les courts termes. J'ai entendu votre réponse, là, Madame la mairesse, mais peut-être à voir là, avec le chalet, peut-être à prendre une partie de tout ça pour. En tout cas, je comprends que c'est beaucoup de sous, 170 000, mais je pensais que cet argent-là aurait été pour le support de tout ça. Donc, j'avais un petit peu le même raisonnement que monsieur, mais je comprends aussi votre réponse là, par rapport au surplus de travail. Mais ça sera peut-être à voir là, avec le temps s'il y a d'autres récalcitrants ou que ça prendrait d'autres mesures. On aurait un budget avec celle-là aussi. Là, tu sais. Il y en a sûrement, il y a pas toujours des plaintes, personnellement. Mais on peut travailler, Julien, on a jasé ce matin, là, Julien est en train de travailler un petit quelque chose là, pour faire un genre de procédure là, pour. Je peux y aller, là, c'est ça. Je trouve la gymnastique trop difficile à. Oui, on va essayer de mettre ça simple. Là. C'est ça, je me fais. C'est ça, là, en gros, là, on a regardé un peu là, pour c'est ça, l'inspecteur privé, là, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, les coûts étaient quand même très élevés pour le nombre de plaintes qu'on reçoit. C'est sûr que sur les services-là, il risque d'avoir plus de plaintes. Là, les gens vont justement. Nous autres, juste qu'on va avoir un inspecteur pour l'aider. Ben, le problème, c'est que l'inspecteur privé les fins de semaine. Ça serait fin de semaine et la nuit. Tu sais, avec des étudiants. Je travaillais à l'aviation, c'était 24 heures sur 24 euros par semaine. Écoute, maintenant, il y a Ils sont plus rares, ces gens-là. Ah non, mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est surtout. Tu sais, moi, je pensais surtout à quelqu'un qui fait une patrouille du jeudi au dimanche. Je trouve tellement que c'est une solution. Je comprends les coûts, là, on en revient aux coûts encore, mais je trouve tellement que c'est une solution win-win parce que si on a une plainte avec notre numéro de téléphone ou peu importe, lui, il passe, là, souvent, avec expérience des gens que je connais à d'autres municipalités, ça règle le problème. Là, il passe puis il dit écoute, là, tu fais trop de bruit, tu rentres en dedans, la prochaine fois, c'est la police, ben, le monde, il rentre en dedans. T'sais. Fait que là, c'est comme c'est bon pour le propriétaire, c'est bon pour les voisins, puis c'est bon pour la ville. Mais c'est. Oui, on a noté, mais comme je l'ai dit, pour cette année, les budgets sont déjà faits, tout est fait. Oui, c'est ça, je parlais pour le futur, là, avec le 1 000 puis en plus, après ça, il va y avoir le 500 qui va se rajouter pour les nouveaux permis à chaque année. Donc, ça commence à faire un montant intéressant. Je ne sais pas s'il va être utilisé pour financer les autres choses de la ville. Si c'est ça, ben, c'est correct, ce sera une décision de la ville aussi, mais ça peut être intéressant de prendre une partie du montant pour venir un peu aider la collaboration aussi. Juste clarifier aussi de pourquoi on a mis la taxe commerciale au niveau de la résidence de touristes, c'est que, je ne sais pas si vous étiez à la séance du budget, mais on a perdu 5,6 millions de valeur foncière par des terrains qui ont été en zone inondable, d'évaluer milieu humide, tout ça. Donc, on s'est ramassé avec un gros trou à la municipalité, 5,6 millions en perte foncière. Pour nous, c'était énorme. Puis, on ne voulait pas. Et de là est aussi de la taxe commerciale là, sur les résidences de touristes, comme toutes les villes autour le font. Donc, c'était une façon aussi d'aller équilibrer notre budget et d'aller chercher les sous qu'on avait besoin pour 2026 sans aller avec des augmentations de taxes pour les résidences principales. Autour de 10 exact. Donc, et tout le but, mais je comprends que pour les années à venir, si on met quelque chose en place pour recevoir les plaintes, je pense que ça serait la première étape, ça serait ça, c'est de mettre un processus pour faciliter de faire une plainte avec le département d'urbanisme ou quelque chose en ligne, une requête, puis peu importe. Je pense que ça serait la première étape, puis de voir si on est capable de régulariser la situation dans plusieurs cas. Puis en 2027, peut-être à regarder pour une patrouille ou à regarder avec les municipalités autour qui le font. Si on ne peut pas joindre à leur service. Exact. Mais partager les coûts avec eux. Ça serait probablement avec l'acte supérieur qui le font. Donc, dans le secteur. Mais ça serait plus pour 2027, 2028 à ce moment-là. Mais je pense que la première étape, c'est de mettre un processus pour recevoir les plaintes en bonne et due forme.
permettre que ça soit simple, là, pas trop Il y a déjà un processus, là, mais ça permet de clarifier justement pour aider les propriétaires, parce que souvent, ils ne savent pas trop par où commencer. Face à une situation. C'est pas évident. On a deux questions en ligne. Je vais commencer avec Mme Larocque. Ensuite, Mme Céline. Madame Larocque, Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour. Si je comprends bien, oui, si je comprends bien, là, avec ce nouveau règlement-là, là, qui vient modifier là, la location à court terme, mais il y avait des zones qui étaient protégées, toutes les zones près des lacs étaient protégées. Là, maintenant, tout le monde aurait le droit de faire de la location à court terme, si j'ai bien compris? Non, ça reste protégé dans les zones où c'est pas permis actuellement. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. OK, ça reste protégé dans les zones qui sont protégées. Près des lacs, il n'y aura pas de location à court terme. Non, ça reste comme ça. Les gens qui le font Je comprends déjà, pas bien parce que ça coupe. Pardon? Les gens qui le font déjà ont un droit acquis, parce qu'il y en a qui sont alentour des lacs qui le font déjà. Ça, ils conservent leur droit. Bon, j'ai perdu la connexion. Mais il n'y aura pas de nouveau permis déclaré. Ben là. Résidence principale. On s'excuse, la connexion Internet n'est pas bonne, non? OK. La connexion n'est pas tellement bonne. Vous me dites que ceux qui le font déjà, eux, il n'y a pas de problème, mais les zones protégées. Les zones protégées demeurent protégées. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Les zones protégées demeurent protégées. Parfait. Sauf ceux qui ont déjà des permis qui étaient déjà un droit acquis, c'est ça? Exact. Juste pour être certain de parler des lacs, mais on parle des lacs principaux parce que dans les zones permises, il y a des lacs aussi. C'est ça, c'est les lacs principaux qui avaient été ciblés à l'époque. C'est vrai qu'il y avait. C'est ça, le reste des gens. Là, il devrait être comme les autres lacs. Pas de voir. C'est ça. On va aller avec Mme Céline, après ça, M. Larouche. Je pense que tout est gelé, il y a juste une autres qui bouge. J'ai encore une coupe de soir. En attendant, je disais, la zone du lac Leno, il y a exemple, qui touche à 2 autres municipalités. Est-ce qu'ils font la même chose que nous? Est-ce qu'ils protègent le lac aussi, eux, ou s'ils font. Je ne sais pas pour Saint-Agathe, mais je pense que l'expérience est interdite. L'expérience sont Parce que si on veut protéger notre bord, puis l'autre bord ne protège pas, ça ne donne pas grand-chose, c'est ça. J'ai une question. Oui. J'ai vu quelques endroits qui a la fiche, la CITQ. Oui. Mais est-ce qu'elle est exigée par. Arrête pas de couper. Oui, ça fait partie de la réglementation. On pense censé les mettre maintenant avec la nouvelle. À l'intérieur, parce que tu fais la vue au moins des personnes à la porte. Ils ont changé parce qu'avant, c'était obligatoire. Ils étaient obligés d'afficher leur panneau, même s'il y avait 0 étoile. Non, là, ils ne sont plus obligés. C'est à l'intérieur de la maison. C'est à l'intérieur. C'est vraiment juste la certification. Oui, c'est vraiment juste ça. Dans le fond, qui avec les dates de validité qui doivent être affichées, non pas les pancartes. Mais d'ailleurs, c'est plus permis les petits pancartes. Oui, ils sont censés. Non, c'est ça, parce qu'avant, les gens, ils refusaient d'afficher leur. Quand il y avait 0 ou 1 étoile, ils ne voulaient pas l'afficher. Mais ceux qui avaient 5, ils l'affichaient, bien sûr. La question est parce que. C'est bon. Il y a des gens qui n'ont pas l'autorisation d'avoir du court terme, mais ils en font quand même. Ah, mais ça. Là, ils disent que c'est du time sharing, c'est du home exchange. Ça, pour envoyer l'inspecteur, c'est 5 000 d'amende que les gars font plus. Ah! Mais ceux qui ont un droit, qui n'ont pas de CITQ, là, ils ont reçu Pas le droit. Non, parce plus une fois qu'ils arrêtent, en fait, pendant plus d'un an, ils vont perdre le droit à créer. Mais mettons quelqu'un qui loue de temps en temps, pas souvent, c'est sa résidence secondaire. Elle est censée avoir son permis CDI. Elle est censée avoir son permis CDI. C'est CDI. la location à court terme, ça. Mais même si elle a un droit acquis, ça lui prend quand même son permis. Oui, oui. C'est le droit acquis lié avec le renouvellement de permis. C'est un permis. C'est bon à savoir. J'avais posé une question. Attendez, on va juste finir parce qu'on n'a pas réussi. Allez-y, Mme Céline, pour l'instant, c'est la seule que je vois. Allez-y. Tout le monde a faux.
Madame Céline, est-ce que vous voulez poser votre question? Non, c'est le Wi-Fi. Je sais pas. On a peut-être perdu de mettre dans le chat. Ouais, peut-être pourriez mettre Ouais. votre question dans le chat ici, là, je pourrais. C'est toujours la meilleure solution, ça. Oui. Vas-y, je continue. Je vais continuer. Là. Juste avant qu'on j'avais posé une question à la dernière assemblée quand ça avait été proposé la première fois. Puis je ne vois pas de réponse là-dessus. Puis c'était par rapport à des domaines. Quand c'est dans des domaines, on va nommer Nostalgia, j'ai dit ça parce qu'ils vont penser que je suis contre l'autre, puis c'est pas ça pas tout. Je le prends par exemple parce qu'il est pas loin de chez moi. Je me dis, mettons qu'il y a un feu d'artifice qui se passe un soir à 2 heures de la nuit. C'est impossible pour moi de savoir quelle maison c'est. Comment à ce moment-là, comment je peux réagir, faire une plainte quand on ne va pas savoir laquelle des 12 maisons qu'il y a là qui a fait un feu d'artifice à 2 heures de la nuit parce que c'est pas sur le bord du chemin. C'est un domaine privé avec des clôtures. Et ça, je ne serai jamais capable de dire si ces gens-là ont dérangé dans la nuit, c'est qui, c'est quelle bâtisse. La municipalité ne pourra jamais rien faire. Mais à la séance, là, la personne responsable de Nostalgia était assise. Oui, il y a une maison, non, mais c'est lui qui s'occupe aussi de l'ensemble du domaine. Puis il voulait vous parler. Je sais, vous êtes-vous parlé? Oui, non, j'ai dit Vous ça. avez changé les numéros? Oui, mais ça ne me donne rien. Ça. Je veux dire, même lui, je ne serais pas capable de dire c'est quelle maison. Non, mais lui, il sait. Oui, mais il dort pas là. Ah. Ça, je veux dire, il reste pas. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y Non, les gens, a une résidence qui est problématique dans le domaine, puis les plaintes qui viennent toujours de lui. Oui, je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais moi, je vous rapporte ce que lui, C'est ça, mais je n'ai jamais fait de plainte de nostalgie ou tout ça. Plainte qui propose. Est-ce que tu as comme le bruit sur la base du lac? Oui, la terre, mais non, pareil, moi. Non, c'est ça, c'est toujours compliqué. C'est sûr que pour Nostalgia, pour les nouvelles constructions qui vont. Non, mais il y a d'autres domaines privés, ceux-là, ils donnent lui parce que le connaît, mais il y a d'autres domaines qui sont fermés comme ça. Pas juste Nostalgia, il y en a plus loin, les grands. Oui, mais c'est barré. Je ne vais jamais dire c'est qui fait du tout. Mais Mathieu s'occupe beaucoup de son domaine Nostalgia. Oh non, j'enlève rien là-dessus. Mais ça arrive pareil. Ça arrive quand même la nuit, malheureusement, la nuit, la musique, ces affaires-là. Mais c'est là, tu ne peux pas dire c'est qui. Ben, ça, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir un inspecteur privé. C'est sûr, ça veut dire, lui, il peut aller sur place et inspecter quand trouver la maison. C'est sûr que c'est la meilleure solution. Il pourra même entrer dans le domaine plus. Mais la seule chose, c'est de la porte est trop. Et le temps qu'ils se rendent là, le feu d'artifice, c'est fini. Fait que... Mais ça, c'est sûr que c'est. Non, mais je te dis, ça, des fois, c'est plus facile avec ton temps. C'est ça, justement. Les questions sont rentrées par écrit. Alors, quand la procédure pour déposer une plainte sera à la disposition de tous? Ben là, c'est ça, je peux revenir à la. On va continuer. Bon, attendez, on va y répondre un peu plus tard. Et l'autre question, c'est. Non, ben, Vas-y, excuse-moi. Ok, l'autre question. L'autre question, c'est marqué. Ma question, est-ce que c'est prévu d'avoir des pénalités pour ceux dont la plainte est fondée? On continue, ça va. D'accord. Donc, pour venir, donc c'est ça. Vu que là, on va toujours étudier l'option d'y aller avec un inspecteur privé qui s'occupait vraiment de ça. En attendant, ça, j'aimerais bien clarifier la procédure pour faire une plainte. Je vais monter un petit guide, là, sur une page sur le site Internet, quelque chose comme ça, pour vraiment aider le plus possible là, les citoyens à monter, à prendre les preuves, à monter la plainte, etc. Je peux tout clarifier ça. Je prévois de travailler là-dessus en 2026, donc ça risque d'être cette année. J'ai pas de date précise, mais j'aimerais ça mettre du temps là-dessus dès cette année. C'est une bonne démarche. D'avoir une bonne plainte qui est solide, c'est au moins les gens. Ça permet de donner une. Pour les nuisances, plus souvent, on a besoin du témoignage de la personne qui fait de la plainte ou si c'est pas une vidéo. Une vidéo. Fait que là, on va venir essayer d'aider entre les mais répondre le bruit, on peut téléphoner à la police. Il y a toujours l'option d'appeler la police. Des fois, ils sont longs à passer, mais c'est toujours bon de faire une bonne technique. Ça livre un dossier à l'esprit. C'est ça. C'est plus facile pour nous de travailler avec. Donc, ensuite, tu peux changer de Donc, j'ai arrêté le partage d'écran. Ah. Peut-être juste ensuite, la slide, c'était les modifications importantes qui avaient eu lieu là, par rapport au premier projet. Donc, ça vient vraiment s'appuyer seulement au niveau permis, si on en a parlé.
On a retiré le critère là, qui obligeait le propriétaire d'un nouveau permis à avoir l'accord des voisins. Maintenant, on a jugé que c'était peut-être un peu trop compliqué. Puis des fois, il y a des voisins qui veulent absolument rien savoir. Ça aurait été compliqué à arriver. C'est ça, là, on s'inspirait vraiment de Tremblant, là, qui ont ce critère-là, eux autres, dans la réglementation. Mais eux, c'était vraiment dans des zones, tu sais, vraiment très restreintes. Il y avait ce critère-là en particulier. Donc, ça ne s'appliquait pas vraiment à Val-des-Lacs. On a décidé de le retirer. On a ajouté 2 nouveaux critères, par contre, là, dans les critères d'évaluation. Il y en a un là, qui est en lien avec la gestion des matières rituelles. Dans le fond, là, on a parlé tout à l'heure, donc on fait le critère, c'est que le propriétaire peut facilement s'assurer du respect de l'article 6.4 du règlement 346-22-01 relatif aux nuisances. Et quoi ce critère-là? C'est le critère qui dit qu'une fois que le bac a été mis au chemin et que le camion poubelle est passé, le propriétaire il a 24 heures là, pour 24 heures, 40 heures, pour 24 heures, c'est ça, pour retirer le bac du chemin pour pas que ça gêne pour le déneigement. Ça peut pas non plus. C'est le même règlement pour l'entièreté de la population. Le règlement, c'est exactement le même là, pour l'entièreté des citoyens. L'objectif du critère, c'est surtout un peu de responsabiliser les propriétaires quand ils viennent chercher un nouveau permis, de tout commencer à réfléchir à ça. Parce qu'on a beaucoup de domaines privés là, où en ce moment, ils ont des parcs à bac. Là, souvent, leur parc à poubelle reste là ou sur le chemin, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Donc, c'est vraiment pour qu'ils prennent connaissance de l'article et qu'il y ait déjà un plan de match là, de comment ils vont s'occuper de leur poubelle. Ensuite, nous, le comité consultatif, lui, va évaluer en fonction de la personne a dit oui, j'ai telle personne à côté qui va s'en occuper, blablabla, elle va nous monter un peu son plan de match. Le comité va évaluer là, si elle a un moyen de répondre facilement là, à cet article. Les amendes sont très cool. J'ai reçu ma question de tantôt, peut-être juste pour avoir des précisions. Oui. Parce que là, avec les explications, je comprends bien que ce règlement-là, au niveau des nuisances, peut-être qu'il a besoin d'être précisé. Parce que, tu sais, je regarde autant les domaines privés que la plupart des résidences secondaires. Souvent, le bac va être là parce que les gens sont là juste à la fin de semaine. Donc, il n'est pas ramené. Donc, autant les Airbnb, c'est ce qu'on veut, je pense, c'est plus d'éviter qu'il y ait des déchets partout. C'était ça le règlement social. On a des problèmes avec le déneigement l'hiver. Les bacs qui restent, on les pour être sûr qu'on peut être nos vœux dans ce règlement-là. Parce que pour l'instant, la moitié des résidents, comme sûr, sont en infraction, les domaines privés aussi. Leur bac sur le bout du chemin. Quand je passe. Il y en a plusieurs qui sont sur le bord du chemin. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comme ça, on incite le bon comportement, dégager la voie publique. Donc, si c'est sur ton chemin, tu peux le ramasser, puis il reste là. Je vais vous le payer. Il y a des chats à terre. Aussi ramasser ce qui est tombé, des feuilles, on va s'écouter, mais là, ce qui est à l'air, d'abord au vent. Le coup des plaintes, c'était ça, c'était des déchets. Il y a des gros rebuts, là, puis ça va durer 2 mois, ça va rester là dans les ventes de la vie. C'est pour ça que si on précise le règlement sur les nuisances, je pense que ça va plus adresser les problématiques qui étaient soulevées. Ça va faire en sorte que on ne pas une règle qui n'est pas vraiment applicable parce que les résidents le font d'une façon ou d'une autre. Je regarde ça, puis on va si on peut le préciser. Peut-être, comme ça va nous permettre de pointer, comme on pointait dans le règlement, ce qui est un petit peu plus tard, parce qu'on veut qu'ils suivent tous les règlements. Tous les règlements. C'est sur une règle, puis on pointe vers ça, puis ça, c'est clair. Je pense qu'on n'a pas besoin de pointer vers 6.4 dans la réglementation. Les bacs, souvent, sont pas fermés. Ils en mettent tellement, le couvert est ouvert, puis là, les animaux s'en vont mettre la nuit. C'est une baisse. Si le couvert est ouvert, c'est pas grave de lancer. Le couvert empêche la pince. Je sais que les ratons et les corneilles. Ah, là, il y a ça. Non, ça fait une baisse. Ils ne font pas de différence court terme, pas court terme. Non. Ils ne sont pas regardants. Je pense qu'on va avoir un meilleur règlement. On va ça, ça va éviter des problématiques. Oui. C'est vrai que ça serait bien de ne pas avoir. Ben, tu pourrais mettre le 6.4, mais le citer, c'est ça, le reproduire. De respecter cet article de manière. On ne va pas minimiser la nuisance du bruit. C'est comme si on dit c'est vraiment ça qu'on vous souhaite. Alors, c'est pas vrai, on peut se respecter plus. Ah, ok, ouais, ça, vous voulez dire par rapport à l'ancienneté du règlement, c'est ça. Parce que ça va être. Parce que nous avons pas sur un règlement, alors que c'est pas vrai, on peut qu'ils respectent toute la réglementation. L'entièreté du règlement sur la Je vais regarder, il y avait ce critère-là qui avait été ajouté. Le deuxième, là, c'était la résidence est facilement accessible par les services d'urgence, camions pompiers, ambulances, etc., été comme hiver. Ce critère-là, on sait qu'on a des chemins sur notre territoire là, qui sont très peu accessibles, voire impossibles d'accès pour les camions pompiers, ambulances, etc., pendant l'hiver.
On ne voulait pas mettre une norme parce que c'est difficile de dire, admettons, le chemin il doit être 6 mètres de largeur, il faudrait qu'on regarde un peu tous nos chemins, ils ont quelle largeur, etc. Donc, on ne voulait pas vraiment mettre de norme, on voulait laisser un critère discrétionnaire qui va être évalué un peu là, avec les connaissances là, des membres du comité consultatif et des conseillers qui habitent le territoire. Donc, je rappelle aussi ces critères-là, -là, c'est pas obligé de. Il ne faut pas respecter les 7 critères. C'est respecter la majorité des critères à chaque fois là, quand c'est un usage conditionnel. Donc, c'est un peu une appréciation. Le comité va regarder un peu tous les critères. Dans certaines situations, un critère va être plus important qu'un autre. Ça peut décider de faire pencher la balance. Est-ce que ça expose la municipalité à d'être subjectif ou d'être objectif? Non, parce qu'il y a deux conseils. Il y a le conseil du CCI qui se penche sur la question et qui fait ses recommandations au conseil. Puis le conseil regarde le dossier une deuxième fois. Tu as deux comités, en fait, qui regardent. Ben, trois. Tu as le département d'urbanisme. Ensuite, le conseil, le comité consultatif en urbanisme, le CCU, puis le conseil avant de délivrer ou non. Non, c'est trop. Non, c'est ça. Tu sais, le deux comités plus le département d'urbanisme. Le CCU, on est 8, le conseil, c'est 7, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de personnes, c'est des gens qui habitent. Oui, parce que c'est 16 personnes qui regardent le projet. La personne là, qui est problématique dans le stagiaire, le chalet, il ne peut pas se faire enlever son permis s'il respecte la force de la nature, payer les amendes. La ça, on va y revenir, justement. Je vais revenir par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est normal là, que ces critères-là, justement, là, le but des critères, c'est qu'il y a un peu un débat, là, que tout le monde ait un peu son opinion autour de la table, puis ensuite, il y a un vote qui est fait là, au comité, puis on évalue là, en fonction, c'est ça. Puis la personne aussi qui fait la demande, elle peut argumenter aussi, là, elle peut déposer, OK, mais moi, je pense que ce critère-là, il est rempli. Puis après, on évalue ça. C'est sûr qu'au final, on va se créer un peu là, une jurisprudence, on va dire, dans les cas qui vont être créés, puis on va répondre sûrement un peu toujours la même chose, mais c'est peut-être au départ, là, c'est ça, ça va peut-être être, on va être un peu ambivalent, mais les critères, là, on les a regardés ensemble avec les membres du CCI aussi, là, ils ont eu comme un premier regard sur les critères. Donc, on est pas mal satisfait de ce qu'on a fait, là, même si là, il y a les deux nouveaux qu'il va falloir regarder encore. Mais les autres sont restés comme tels. Le critère qu'on a enlevé, le critère, c'était de ne pas augmenter la circulation. On l'a laissé, non? Je ne vois pas qu'il est enlevé plus de tête-là. La circulation, oui. Pour que ça augmente le taux de circulation. C'est ça, on l'a laissé quand même. C'est vrai qu'il y avait plusieurs questions de. Je me demandais comment ça va être quoi le seul cas de figure, c'est à quelqu'un, admettons, qui voudrait faire un très gros Airbnb, un nouveau bâtiment, parce qu'on n'a pas de maximum là, de taille pour les bâtiments à Val-des-Lacs. Ça dépend. En fait, oui, c'est la superficie du terrain, mais nous, on a des très grands terrains. Si quelqu'un vient faire un énorme projet, un Airbnb chambre, là, ça pourrait faire une augmentation significative de la circulation. Alors que si c'est juste une résidence classique comme les autres sur la rue, là, ça ne causera pas vraiment plus de circulation. Fait il est un peu plus là pour ça. OK, ça fait non, bon, fait que pour la dernière modification importante, là, dans le premier projet de règlement, là, on avait mis un système un peu là, en fonction du nombre d'avis qu'on allait retirer de permis d'opération à court terme. Finalement, on s'est rendu compte que le mécanisme existait déjà dans la loi sur l'hébergement touristique. C'est l'article 12. Donc, en ce moment, comment c'est fait là, dans la loi provinciale, c'est en fonction, quand eux, ils vont. En fait, c'est la municipalité qui va faire la plainte au ministère. Le ministère, eux autres, qui évalue la plainte est grave, s'il y a eu plusieurs récidives, tout ça. Puis en fonction de ça, là, ils ont un système où pour la première fois, pour la première plainte, là, ils suspendent le permis pendant 2 mois, ensuite c'est 6 mois, puis ensuite ils retirent complètement le permis. Donc ça, c'est déjà là, dans la loi provinciale. Fait que nous, en fait, on va seulement faire référence à cette loi-là. Puis en fonction, là, admettons qu'on a un cas vraiment problématique, on a reçu plusieurs avis, on a mis des constats dans l'année, là, on va envoyer directement là, à la CIVI. Puis c'est sûr que le processus suit son cours. Fait que dans le fond, là, plutôt que créer un deuxième système en parallèle, on va juste se baser sur celui qui existe déjà là, dans la loi sur les pas de date, ça revient à zéro. Là. Ben non, c'est ça, dans la loi provinciale, ça a l'air d'être définitif. Là, au bout de 3 avertissements. Sur 5 ans.
C'est ça, non, c'est niaiseux, c'est une saveur. C'est ça, en tout cas, ça, dans la loi, ils n'ont pas mis ça tombe je suppose qu'une fois que tu perds ton permis, c'est juste. Une cloche, ça reste là tout le temps. C'est ça. C'est facile. Ouais. En fait, dans le fond, à toutes les fois que tu émets une infraction ou un avis, tu la soumets à la CITQ aussi. En fait, c'est à chaque année, quand on va renouveler le permis, nous, on va regarder un peu le dossier, on a plein des avis, puis en fonction de ça, ça va être un peu discrétionnaire. C'est sûr qu'on pourrait mettre un système là, en fonction du nombre d'infractions, même je pense. De toute façon, on ne va pas être bien, on ne va pas dire, OK, lui, il y a une fois, il a oublié de rentrer ses poubelles, non. Ça va être vraiment, en fait. Des nuisances, la fluide, bruit. Si on a plusieurs avis dans l'année, là, on va utiliser la CPQ. Je pense que c'est ça qui est peut-être une clarté dans le moment qui a été ajouté. Pour l'instant, c'est comme si dès que mes poubelles sont sur le bord du chemin, j'ai une plainte, tout ça. Alors qu'on peut juste ajouter un petit qualificatif pour dire lorsqu'il y a une répétition ou plainte de. Ça permettrait d'éviter des questions, quelqu'un qui lit ça, puis oups, dès qu'un poubelle écroche. Je dirais qu'on pouvait mettre une répétition. Je vais essayer sans mettre trop, parce que c'est sûr qu'on pourrait faire tout un système de pointage avec tous les articles de Une infraction monétaire, ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit émis, je pense, automatiquement. Oui, si on arrive au constat d'infraction, je pense qu'on va l'envoyer. De toute façon, je fais souvent, on envoie un avis, puis ensuite un compte. Il faut que ça avoir un processus de plainte qui va être formalisé, puis ça va venir appuyer ça aussi, que plus va peut-être pouvoir. Mais moi, d'avoir les deux qualificatifs-là, je pense que ça clarifie. Ça fonctionne, ils soient mariés ensemble. Ça fait que cet outil-là, c'est sûr que ça va s'appliquer à tout le monde. Fait qu'autant ceux qui ont un droit acquis que ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est carrément, en fait, la CPQ va retirer le permis directement. Puis ensuite, ils vont arrêter de faire l'usage pendant plus d'1 an. Fait qu'ils vont perdre leurs droits acquis. Ton système de plainte, c'est autant pour une propriété principale que pour une propriété en c'est sûr. Ça s'applique à tout l'ensemble des propriétés. Quelqu'un qui fait de la nuisance, fait un feu d'artifice, que ce soit de la location ou rien, c'est le même processus. Je suis pas sûr, vous avez dit que droit acquis ou non, le processus de plainte puis la. C'est la même chose. C'est le règlement de nuisance, ça fait. Parce que ça, c'est le règlement provincial, la loi sur les règlements touristiques. Eux autres, ils ne prennent pas en compte les droits acquis. C'est complètement une autre loi. Donc, eux autres, s'ils retirent le permis, nous, ensuite, l'usage va cesser pendant une durée de plus d'1 an, en fait, puis nous autres, les droits acquis vont s'éteindre dans ce moment-là. Donc, est-ce que ça, en plus, dans le droit acquis, c'est pas précisé, puis on a juste ce point-là dans la section pour les renouvellements. Oui, mais il y a peut-être moyen de changer de section. Mais c'est nous, le monde salarié ici. Si on fait un party un été, puis que c'est sûr, ça fait du bruit, un party, tu sais, comme on restait avant la salle, on faisait un party une fois par année. Les voisins étaient compétents, on les avertissait. Exact, ça, c'est de la on fait un party, pas dans l'année ou 5 ans. Si, admettons, on a eu plainte, on paye une amende. C'est pas vrai. Ben, normalement, pas un premier avis. Ben, c'est ça, une première plainte, tu sais. Admettons que vous faisiez bien des parties dans l'année, puis ça dérange tout le monde. De toute façon, on est toujours souvent, on fonctionne, c'est un avis d'infraction, puis après un constat d'infraction. Un avis, c'est juste un avis, c'est juste qu'on vous avise, vous enfreignez tel règlement, faites attention. Là, ensuite, on fait un constat. Puis même ça, en ce moment, dans notre règlement, c'est pas justement. C'est un peu discrétionnaire là, en fonction des cas. Là, on voit que c'est vraiment problématique. Puis, voyons, il a peut-être une décision. Là, on va envoyer une amende. Mais c'est très rare qu'on arrive. Techniquement, on aurait le droit d'envoyer une amende directement, mais on ne le fait pas. Alors que des fois aussi, les plaintes, des fois, on a des plaintes qui ne sont pas trop fondées, on n'a pas trop de preuves. Pour le moment, on fait juste aviser le propriétaire. Mais on peut se faire 11 heures le soir. Oui, il y a une heure aussi dans le règlement. Il n'y a pas d'heure. C'est-tu marqué dans le règlement ou c'est. quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Je pense qu'il n'y a pas d'heure, mais. Je l'ai lu assez souvent pour vous garantir qu'il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, ça n'existe pas. C'est la journée. Puis c'est pas loin d'un terrain à l'autre, je pense que c'est 5 mètres. Il ne faut pas que la musique soit entendue. 5 mètres à l'intérieur de l'autre terrain. Il n'y a pas de municipalité qui fait d'heure. Faudra-t-il appeler la personne de référence en cas de plainte? Oui, ben pour les nouveaux là, qui vont avoir une personne de référence, là, ça va être sur le site de la municipalité d'ailleurs, pour les nouveaux. Oui, ben, en tout cas, vous pouvez commencer par appeler la personne de référence directement, ou nous appeler pour que nous on l'appelle.
Puis ensuite, Ça va être dans ton ouais, processus. c'est ça va être un peu la On mentionne aussi laisser une chance à la personne de référence de régler le problème avant de déposer une plainte. Oui, tout à fait. Puis qui peut déposer une plainte, faut-il des preuves? Bien, c'est sûr que nous, les plaintes, là, c'est pas automatiquement un constat d'infraction là, ou un ticket, comme on dit, là. Mais on va investiguer, là. C'est pas automatiquement une plainte puis qu'on émet un constat, là. Il faudra avoir des preuves, oui, absolument. La procédure, j'imagine qu'elle va venir préciser ces choses. Exact. C'est ça, Oui. l'objectif. Ça va être une bonne chose. Les heures de la première, c'est pas ah oui, oui, je pense que c'est. Mais je faites-moi confiance. Les travaux de construction, les heures, mais pas le bruit. Le bruit, c'est le musique. En place, c'est toute la journée. Toutes les municipalités, c'est le même. Les lacs n'est pas une exception. C'est le même partout pour le bruit. C'est le même dans toutes les municipalités. Les gens ont une fausse interprétation de dire qu'après, on va dans un autre. Ça n'existe pas. Juste d'où ça vient, ça. Mais souvent, on se fait dire ça. Mais toutes les municipalités, c'est toute la même. On n'est pas à part des autres. Fait que pour finir, j'avais une slide d'autres éléments, mais on a déjà parlé. Fait que pour les installations sanitaires, là, on veut agir avec un autre règlement qui devrait venir cet été. Là, on est quand même bien avancé dans ce règlement-là. Fait que toute la gestion des vieilles installations sanitaires, c'est prévu qu'on agisse là-dessus. Puis, pour finir, donc, les prochaines étapes de ce projet-là, donc, on avait eu une première consultation publique le 19 janvier. Le 12e projet avait été présenté le 16 février. Là, on est à la 2e consultation publique le 3 mars. C'est sûr, on n'est pas vraiment pressé là, dans ce projet de règlement-là, fait qu'il va sûrement avoir là, un 3e projet puis une dernière petite consultation publique avant qu'on passe là, aux personnes appelées à voter, parce que pour un projet comme ça, la population pourrait voter contre le projet, puisqu'ils l'avorterait complètement. Là. Donc, c'est ça. Donc, là, comme on est parti, parce qu'on va en parler encore une fois avec les élus, tout ça, puis on va décider de si on fait un 3e projet de règlement ou si on arrête celui-là tel quel, mais probablement. On est pour. Peut-être un dernier point, je vais parler de tous les points, c'est bon. Ouais. Mais la personne responsable, ça aussi, je pense qu'il y a peut-être des précisions, juste pour être sûr de c'est quoi l'intention qu'on veut là-dedans, parce que je trouve que c'est mélangé un petit peu, est-ce que c'est comme la femme de ménage, mais c'est pas être nécessairement agir rapidement. Ce qu'on veut, j'imagine, c'est que quelqu'un prenne action rapidement. Donc, c'est mieux que ce soit la personne, même si elle n'est pas à résident, mais qu'on puisse agir rapidement. Un petit peu comme les services de sécurité, c'est qu'on veut qu'ils puissent agir. Fait que tu sais, peut-être plus axer ce point-là sur ce qu'on veut exactement. Parce que... De la personne responsable. Oui, tu sais, si maintenant on donne la femme de ménage, je crois qu'elle va agir rapidement, puis c'est à toi des appels, l'employé avec elle, tant que la personne responsable, si on veut trouve un moyen d'agir rapidement. Moi, je comprends. C'est Ça pour peut moi, être donc. plus efficace, je pense. Si je peux peut-être bonifier sur le bruit, dans notre règlement de nuisance, on a un bruit par rapport à un commerce. Puis Airbnb, c'est considéré commercial. Et résidence de tourisme. Constitue une nuisance et est prohibé pour les usages commerciaux et industriels entre 22h et 7h. Donc, pour les résidences de tourisme qui sont considérées comme des commerces, on pourrait défendre là-dessus. Mais nous, comme président, on ne peut pas. C'est un peu spécial. Oui, c'est particulier, mais disons, s'il y aurait une problématique de bruit constant, là, on pourrait intervenir là-dessus. Ça ne marche pas pour nous autres. C'est bon pour milieu, c'est bon pour tout. Je ne sais pas les autres non plus. Commercial, pour s'entendre que le mec qui roule autour. Ben oui, c'est ça. Là. Mais il reste que le résidence de tourisme, leur code, c'est le code de 5. Ça commence par 5 et 5, c'est des commerces. C'est du commerce. Juste pour revenir On a une autre question. à ton état, la 2e consultation, c'est aujourd'hui. Là, le 16 mars, on adopterait la 2e version du règlement. On sauterait la version du projet. Il y aura une 3e On consultation. ferait un 3e projet le 16 mars, puis après, il y aurait une autre consultation publique. Là, on va sûrement faire juste avant la séance. Avant la séance du mois d'avril, à ce moment-là, on pourra faire une dernière consultation publique là, pour. Ben, c'est sûr qu'on va confirmer les dates. Le 16 mars, c'est pas la consultation publique. Ça serait l'adoption, c'est le 3e projet. Parce que suite à la consultation, j'aurai le temps de faire des petites modifications avant qu'on adopte un 3e projet. Alors, le 16 mars, c'est la séance du conseil de la prochaine. Okay. On a une autre question. Pour le projet de lotissement, quelles sont les prochaines étapes?
Pour le règlement de lotissement, Ça pareil, là, c'est ça, là, il va y avoir un deuxième projet de règlement qui devrait être déposé aussi à la séance du 16 mars. OK, Il va y avoir un autre Puis là, il va y consultation. avoir une deuxième consultation publique encore. parfait. Parce qu'il faut toujours faire une consultation publique avant d'adopter le règlement. Ouais. Fait que si on modifie le premier projet, on va le deuxième projet, il y a une consultation qui est avant. Les prochaines consultations publiques qui vont se faire souvent, on les fait avant les séances, là, parce qu'on essaie de. Là, c'est parce que ce soir, c'était un projet spécial. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un à part. Mais sinon, suivez les séances du conseil habituellement, là, c'est juste avant qu'on les fait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je terminerai ça au niveau. On a répondu aux questions de tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Il va se Merci. garder. Merci beaucoup de votre présence. Merci.